Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. J'espère que vous allez bien en ce mardi 4 octobre 2022. On va commencer tout de suite avec les nouvelles sur lesquelles vous allez voir, il y a du bon et du moins bon, avec notamment A16Z qui a mené une levée de fonds de 40 millions de dollars pour notamment pour un protocole décentralisé qui s'appelle Knowledge Protocol. Intéressant de voir qu'on continue toujours à lever des fonds à coût de millions de dollars sur des protocoles décentralisés. Et même pour aller plus loin, nous avons le fonds d'investissement institutionnel NYDIG qui a levé plus de 700 millions de dollars pour justement financer leurs fonds sur le Bitcoin. Donc très important de voir qu'on a une forme d'engouement qui est en train de se construire, en tout cas continuellement, malgré le fait qu'on soit au plus bas, au niveau de la crypto-monnaie, mais aussi de la macroéconomie d'ordre général. Parce que nous avons toujours une augmentation des taux d'emprunt à 30 ans qui passe maintenant à plus de 7,06%. Alors je vous avais fait une démonstration la semaine dernière sur les taux d'emprunt, en montrant justement que ça allait avoir un impact fort sur le taux d'inflation, ce qui est logique, voire exactement, parce qu'on a quand même une augmentation qui est plus faible que ce qu'on aurait pu espérer, donc en tout cas anticiper, et à voir exactement comment ça se passait. Mais la plus grosse peur actuellement, qu'on voit beaucoup dans les nouvelles, je pense que vous l'avez vu aussi, c'est la menace du Crédit Suisse et de la Deutsche Bank, mais surtout du Crédit Suisse, qui fait partie des banques systémiques, sur lequel un défaut de cette banque-là pourrait entraîner un emballement du marché financier à la baisse, un petit peu comme on a pu voir lors de la crise des subprimes en 2008, avec la disparition de Lehman Brothers, qui avait entraîné justement une réaction en chaîne, avec un florilège de banques qui avaient break, et un marché financier qui justement était sur les genoux, et on peut se demander est-ce que nous n'aurions pas justement un second Lehman Brothers qui est en train de se préparer. Il y a l'annonce du CEO de Crédit Suisse, il dit non, vous inquiétez pas, les liquidités sont là, il n'y a pas de souci, ce qui est un petit peu le cas de certaines banques la veille, ou je crois la semaine avant, qu'elles ferment leurs portes suite à 2008, donc il faut prendre tout ça avec un gros grain de sel, et voilà, se dire que potentiellement on pourrait avoir l'équivalent d'une crise des subprimes qui pourrait arriver. En plus du reste, il va falloir surveiller un petit peu ce qui se passe de ce côté-là, surtout que la macroéconomie est suspendue aux lèvres de la Fed et du taux d'inflation de la Fed. Nous avons les Nations Unies qui demandent à la Fed et aux autres banques d'arrêter, ou en tout cas de diminuer leur taux d'intérêt, d'augmentation de taux d'intérêt, parce que justement ils sont en train d'amener la récession. Chose qui est un petit peu logique en même temps, c'est le principe de l'augmentation des taux. Pour pouvoir diminuer l'inflation, il faut créer une forme de récession. C'est un principe logique, classique, qu'on a déjà connu et qui a fait ses preuves, qui prend du temps, mais c'est logique en même temps que l'augmentation des taux diminue la capacité d'emprunt, diminue aussi la capacité de production, et donc à côté on diminue l'inflation, mais ça veut dire qu'on diminue aussi la capacité à produire, donc à créer de la valeur, et donc derrière nous rentrons en récession, ce qui est en même temps normal avec notre modèle économique actuel, et ce qui est le principe même d'une lutte de l'inflation, en tout cas de l'hyper-emballement de l'inflation, donc d'un risque d'hyperinflation. On se retrouve avec une obligation de faire de cette façon-là pour pouvoir régler, donc ce qui est normal. On a terminé avec les nouvelles, on va attaquer la partie technique. Avant, n'oubliez pas, le Discord est à disposition en commentaire et en description. J'ai créé le Discord pour que ce soit un lieu de partage, que ce soit un hub d'informations. Il y a globalement beaucoup d'informations sur la blockchain, la crypto-monnaie, les crypto-monnaies en général, avec le TTT des altcoins, le trading, la macroéconomie, l'investissement. Voilà, c'est quelque chose qui regroupe toutes ces informations-là, qui est une zone d'échange avec des passionnés. Et pour aller plus loin, on a mis en place une partie premium avec plein d'avantages, comme beaucoup de contenu, avec 100 vidéos, 300 pages de guide à l'heure actuelle, et ça continue à augmenter toutes les semaines.
On a des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des guides et des formations sur tout ce que l'on a besoin de savoir pour pouvoir faire l'investissement et du trading. On a entre 3 et 4 lives par mois, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, et on a plus de signaux que les signaux qui sont donnés nativement sur le Discord. Globalement, tout pour aller plus loin, pour pouvoir préparer le prochain bull run, et pouvoir se former. C'est une période propice justement à la formation et au travail sur soi, donc idéalement le Discord à disposition, je mets tout en commentaire et en description, et je vous dis à très vite dessus. On attaque tout de suite la partie technique avec un rappel habituel de notre hypothèse héliotiste avec une 2-3 terminée en avril 2021. Nous faisons la 4 retracement A, B, C. Nous sommes toujours dans cette zone de ranging très très fort sur un ratio de 382 qui est l'extension de la A projetée sur le retracement de la B qui nous donne ce ratio de Fibonacci très important. Et nous sommes actuellement dans un order block logique. Et nous sommes dans le 618-786, donc zone de rechargement logique aussi. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, nous avons une target à 14 500, nous avons une target à 10 000. 10 000 est un gros appel de prix, étant donné que nous avons le 1,618 qui nous attend, donc retracement très important de Fibonacci, en tout cas prolongation de Fibonacci très important, qui représente le nombre d'or. Et nous avons à 10 000 aussi la zone de résistance d'Ichimoku, qui est la target d'Ichimoku, si on l'appelle. Par contre, si on casse forcément les 14 500, ça veut dire qu'on enfonce le top de la 1. Si on enfonce le top de la 1, ça veut dire qu'on invalide cette hypothèse, et on part sur les autres hypothèses que je vous ai déjà présentées. Autre élément important, c'est que nous avons une réaccumulation de Wyckoff, BC, AR, ST, le ST a pris la liquidité du BC, et nous sommes actuellement dans un sign of weakness très fort, sur lequel nous sommes en train de structurer une forme de ranging. On va justement zoomer dans cette partie-là. On voit bien qu'on est dans une forme de ranging très fort, dans lequel nous avons une accumulation de Wyckoff, un selling climax, automatic rally, secondary test, et donc globalement, ce que l'on attend dans une accumulation de Wyckoff, c'est de la création et de la prise de liquidité, d'accord, classique, sur lequel ici on a créé un cric de liquidité, pour pouvoir les liquider derrière, avec ici liquidation, pareil ici cric, liquidation baissière, réintégration, donc liquidation des personnes qui sont short, recassure baissière pour liquidation des longues. Donc on a vraiment cette manipulation du marché liée à une problématique de liquidité qui n'est pas que sur les crypto-monnaies, mais qui est sur l'ensemble du marché, macroéconomique et actif à risque, classiquement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le général, quand on voit que nous avons une diminution des liquidités, c'est un bon signe aussi pour déterminer à quel moment c'est un bot ou pas. À partir du moment où on a un certain niveau de liquidité dans les trust funds et dans les fonds d'investissement classiques, c'est là où on va voir que potentiellement nous sommes dans une zone suffisamment intéressante pour qu'on ait un nouvel afflux de liquidité qui arrive. Et quand on voit un petit peu ce qui est en train de se structurer depuis quand même fin août, début septembre sur le Bitcoin et sur l'ensemble de la crypto, quand on regarde l'index classique, donc la totalité de la capitalisation boursière, on voit qu'on a très très peu de mouvements liés à une faible liquidité, et donc ces faibles mouvements font que malheureusement on se retrouve dans un ranging que je vous ai expliqué depuis déjà un certain temps, qui pour moi va de 25 000 à 15 000. Le SC aura tendance à aller pris dans une accumulation classique de Wyckoff, donc pour moi on est dans une schématique de break baissier. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer ici, on a quand même une pattern qui ressemble à celle-ci inversée, donc avec ici l'accélération haussière, ici accélération baissière, retracement très puissant, très fort, retracement très puissant, très fort ici aussi, nouveau top avec 1 et 2, nouveau top avec 1 et 2, retracement effectif puissant, et là, ce que moi j'attends personnellement, c'est une cassure baissière à un moment donné. Voilà, je vous avais dit qu'on allait remonter, chercher un petit peu les highs, et j'avais donné comme target potentiellement ici les clusters de liquidité qui étaient à 19 800, on n'est pas allé les chercher totalement. Est-ce qu'on va aller les chercher maintenant? Ça va dépendre beaucoup de ce qui va se passer sur la macroéconomie, sur le Nasdaq. Clairement, on attend les chiffres clés de la semaine prochaine, donc on est un petit peu en stand-by, je pense, sur l'ensemble du marché d'ordre général, parce que on a une peur macroéconomique très forte, on a une cluster de liquidation possible et une réaction en chaîne possible sur le Crédit Suisse, on a
À côté, les taux qui vont arriver, on a la minute justement de la Fed, on a les taux d'inflation qui vont arriver la semaine prochaine, on a le taux d'employment qui ne va pas tarder, on a tous ces indicateurs qui vont donner du poids ou non au discours qui a été fait par la Fed. Discours qui a entraîné des mouvements très forts et qui derrière a entraîné un break. Bon, ça c'est un petit peu l'état. La question, elle est, est-ce que c'est intéressant actuellement de se positionner sur, par exemple, un short, parce que l'idée globale, consensus global, quand on regarde un petit peu tout le monde, c'est que la macro va mal, ok, cette macro va mal, et donc tout le monde dit que, en l'occurrence, ça veut dire qu'on va break baissier. C'est ce qui ressort généralement. Il y a, en termes de positivisme, beaucoup moins de personnes qui sont positifs que de personnes qui sont négatives. Donc majoritairement, les personnes ici se disent qu'on va breaker plus bas. Ok, et qu'on va breaker beaucoup plus bas. Hein. C'est les targets qui sont donnés, c'est 14 500 et 10 000. D'accord, donc ça c'est vraiment les targets. Donc actuellement, les personnes sont majoritairement bearish. Alors que, il n'y a pas si longtemps que ça, que ce soit ici ou ici, les personnes étaient majoritairement bullish. Donc ça, je rappelle juste simplement pour montrer que potentiellement, on a tendance à dire que le marché fait l'inverse de ce que les personnes pensent. Oui, c'est vrai que la macroéconomie est compliquée. Est-ce que la macroéconomie est suffisamment forte pour entraîner aussi fortement, par exemple, les crypto-monnaies par le bas? Je suis d'accord sur le fait que le Nasdaq va continuer à baisser, je suis d'accord sur le fait que le S&P 500 va continuer à baisser, et la question que je me pose à l'heure actuelle, c'est jusqu'où cela va entraîner le BTC et les crypto-monnaies. Quand je vois que les personnes sont en bord de capitulation, il y a d'ailleurs un commentaire qui a été mis sur une des vidéos où les news concernant la possible guerre nucléaire qui pourrait arriver lui a donné envie de vendre pour la première fois ses cryptos depuis plusieurs années. Pour moi, c'est un signe. C'est un signe. C'est la notion de capitulation. Quand on a des personnes qui hold depuis déjà assez longtemps et qui se voient en train de capituler, qui n'ont pas capitulé quand on a chuté très fortement dans ces zones ici, quand on n'a pas capitulé quand on est passé ici, quand on a justement pas capitulé quand on est allé chercher des zones beaucoup plus basses, on a envie de capituler maintenant. Est-ce que c'est pas aussi la question de narratif qui est en train d'être fait déjà depuis un certain temps? Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ce terme narratif parce qu'il est utilisé beaucoup en ce moment, parce que aussi il faut comprendre qu'il est beaucoup utilisé parce que on le ressent énormément. On le ressent énormément actuellement, le narratif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est omniprésent dans les communications, qui est omniprésent dans toutes les sources d'informations que l'on peut avoir. C'est quelque chose qui est source d'anxiété, d'angoisse, qui justement contracte les personnes. On voit que majoritairement les personnes ici sont très angoissées, sont très angoissées. Même des personnes qui ont acheté ne serait-ce qu'un petit peu plus haut, donc à 25 000, 27 000, 28 000, sont excessivement angoissés. Et même d'ordre général, le retail classique, actuellement, est bearish à plus de 60%, 65%. Et ça va continuer, je pense, à monter. Et cette notion de narratif que les personnes détestent tant, mais c'est parce que c'est une vérité. Quand on voit le Nasdaq actuellement, à quel moment on se dit qu'on ne va pas s'enfoncer? On est en train de nous dire que, clairement, on a une crise énergétique, que l'Europe est en train de s'effondrer, qu'on a une guerre nucléaire qui va arriver, on a des relations Chine-Taïwan, Chine-Taïwan-USA qui sont au bord de la rupture, on a une récession qui arrive, on a une augmentation des taux, une incapacité à rentrer sur de l'immobilier, un taux de chômage qui va monter, c'est un peu obligatoire mais c'est pas encore le cas, mais on sait que ça va arriver à un moment donné. Globalement, à quel moment on peut se dire j'ai l'espoir? À quel moment on peut se dire j'ai l'espoir? Et l'espoir, c'est ce qui fait que les gens achètent, d'accord? Mais maintenant, il faut se poser les questions. Est-ce que les gens achètent en bas de marché? Ou est-ce que les personnes achètent en haut de marché? Ici, il y a l'espoir. Ici, il y a le désespoir. Ok? Mais on n'oublie pas que, généralement, il faut acheter quand personne ne veut acheter et vendre quand personne ne veut vendre. C'est le principe même. Et du coup, est-ce que là, on ne serait pas dans cette schématique-là? Est-ce qu'on peut s'enfoncer plus? Oui, clairement. Est-ce qu'on peut s'enfoncer beaucoup plus?
C'est là-dessus où moi je suis un petit peu moins bearish qu'à l'habitude, et vous savez très bien pour ceux qui sont là depuis très longtemps que j'étais un des premiers à dire ici dans cette zone-là en disant on va descendre, on va casser en dessous, on va aller chercher beaucoup plus bas. Là, je me pose la question, quand je vois un petit peu l'état du marché, quand je vois le narratif était totalement différent. C'est-à-dire que là, on était dans quelque chose où on disait, bah, ça va être to the moon, alors que, majoritairement, la macro était quand même bien dégueulasse. Là, on a la même macro qui est, somme toute, un petit peu plus forte en termes de communication, mais on a la même macro. On a exactement la même macro, on a toujours la même augmentation de l'inflation, on a une augmentation des taux, sauf qu'ici, on ne pensait pas que ça allait rester, alors que là, on a compris que ça allait rester. Bon, voilà, mais la macro en elle-même, elle est identique, c'est juste le narratif, donc la communication qui est faite autour, qui a changé. Et le comportement des personnes, où ici, on est beaucoup plus bearish, que bullish, et donc forcément, c'est là où je me pose la question, est-ce que, bon, on va descendre si bas que ça maintenant? Si ici, on avait été majoritairement bullish sur une continuité haussière, en tout cas sur la totalité des personnes, bon, bah, je me dirais, ok, on peut break baissier. Voilà, petite diatribe pour vous expliquer que pourquoi, en fait, quelle est ma position, et pourquoi je réfléchis un petit peu là-dessus, parce qu'il est important de pouvoir prendre un petit peu de recul par rapport à la macroéconomie, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. C'est pas parce qu'on nous parle de quelque chose que ce n'est pas déjà pricé, et que même cette notion de pricing, elle se fait toujours en plusieurs temps, et que ce n'est pas parce qu'on vous dit quelque chose que c'est le cas. Il faut vraiment prendre un petit peu de recul par rapport à ça, et se faire en même temps sa propre idée. Alors, petit rapide, au niveau du BTC en Nishimoku Daily, ce qui est intéressant, c'est que la journée va être assez forte, c'est-à-dire que si jamais on rebreak baissier ici, ça veut dire qu'on n'ira pas chercher la prochaine target qui serait 20 500, qui pourrait être une forme de réaccélération haussière, qui pourrait être importante. Par contre, si on casse baissier, bon bah là, si on casse baissier, on n'oublie pas la target, hein, le SC ici, pour aller chercher plus bas. Niveau important, quand on zoome un petit peu en 1 heure, histoire de regarder un petit peu ce qui se passe, on voit bien qu'on a encore une fois hein, la pattern classique qui revient beaucoup en ce moment, qui est toujours très compliqué, qui sont les triangles de compression. Actuellement, on enchaîne triangle sur triangle sur triangle sur triangle, parce que on n'a pas de liquidité, on n'a pas de momentum, on n'a pas de direction, et c'est pour ça que là, à l'heure actuelle, je suis en train de me demander si on n'est pas juste dans une énorme zone de neutralité, quelque chose que je vous explique déjà depuis un certain temps, une énorme zone de neutralité, qui peut être ici première zone de neutralité, et deuxième zone de neutralité beaucoup plus grosse, d'accord? Donc là, pour moi, on peut avoir ces deux zones de neutralité, qui peuvent être en train de se confirmer, avec justement des zones de neutralité, en attendant que la macroéconomie continue à s'enfoncer et prépare en fait son rebond. Ça peut être aussi le cas. Est-ce qu'on va forcément break baissier jusqu'aux 10 000 ? C'est la question que vous devez tous vous poser. Et est-ce que vous êtes préparé si jamais on break à 10 000 ? Et est-ce que vous êtes préparé si on ne break pas à 10 000 ? C'est vraiment la question qu'il faut se poser à l'heure actuelle. Quand on est dans une zone de neutralité, c'est la question, ok, est-ce que je suis prêt si jamais on casse, à la hausse ou à la baisse ? Les deux, je dois être prêt. C'est un petit peu le concept en lui-même. Alors, on va faire un tour sur l'order flow sur lequel on a un petit départ qui est en train de se faire. On retrouve en fait notre divergence que l'on aime entre les comptes classiques et les top traders, sur lequel on a les top traders sur lequel on appuie en longue. On appuie en longue avec Dodo Open Interest. Petite accélération, vraiment petit par rapport à la propension. On aurait tendance à dire que c'est absorbé. Ça veut aussi dire que potentiellement on risque de... Voilà, c'est symptomatique d'une zone de neutralité. Voilà. Clairement symptomatique d'une zone de neutralité dans laquelle on n'a pas de liquidité. Liquidité qui se fait ni par les retail ni par les institutionnels, qui ne se fait actuellement par rien, mais ce qui est normal, ce qui est tout à fait logique. Par contre, du coup, ça veut dire que cette zone de neutralité est plutôt bénéfique. Ça veut dire qu'on aura une consolidation du cours, très fortement en termes de volume, qui peut se faire. Ce qu'il va falloir surveiller ici, ça va être, je pense, l'open interest. Si on casse aussi au-dessus de 140, il est possible qu'on ait une accélération haussière, aller chercher 20 500, et après par contre on va corriger sévère pour aller faire la prise de profit ou faire la liquidation, d'accord ? Donc là il faudra faire très attention. Pour moi, là, si je considère qu'on est dans une zone de neutralité, je vais attendre qu'il y ait une résolution de cette zone de neutralité. Ça veut dire soit une cassure à la hausse, soit une cassure à la baisse, avant de pouvoir me prononcer, parce que là, l'order flow,
en lui-même me dit que potentiellement on est vraiment dans la zone de neutralité, avec le faible mouvement que l'on a par rapport à l'augmentation de l'open interest et le positionnement qui a été effectué, la contraction des deux. Je me dis que potentiellement les personnes essaient de shorter cette zone-là pour aller chercher plus bas, les personnes essaient de long parce qu'on est en bas de canal pour aller chercher la partie haute. Bon, voilà, zone de neutralité classique que l'on peut retrouver. Au niveau du Nasdaq, comme je vous ai dit, on a break baissier ici, on avait clôturé la semaine baissier. Ce qui est intéressant de voir, c'est que on est reparti à la hausse, hein. Je vous avais parlé de ça hier, en vous disant que potentiellement on était en train d'enfoncer ici, mais que le fait d'enfoncer ne voulait pas dire qu'on pouvait pas repartir à la hausse, et qu'il fallait clôturer au-dessus pour dire que c'était une prise de liquidité simple. Ok, on a fait une clôture, là on est en train de partir à la hausse, ça ne veut pas dire ici, pareil, qu'on ne va pas se retrouver avec une mèche qui va être réavalée à l'ouverture du marché américain et qui va s'enfoncer plus bas, hein, d'accord? Donc ça peut être très faisable. Pour moi, le point important à noter, c'est il faut, si on veut avoir une chance de repartir un petit peu plus haut, le temps de temporiser, c'est de faire un break-off structure au-dessus de ce niveau-là, d'accord? Aller casser cette bougie-là, pour se dire que potentiellement on est en train de ravaler cette partie-là, pour faire une accélération haussière, aller chercher potentiellement ici l'order block qui se trouve là, d'accord? On va retirer ça parce qu'on n'a plus besoin de cette zone-là, mais on a un order block qui se trouve ici, aller chercher cet order block-là, potentiellement retracer, et ensuite repartir à la hausse. Ça, ce serait le scénario le plus bénéfique, clairement, donc accélération, retravail de cette zone-là, retest baissier, et ensuite on peut partir potentiellement un peu à la hausse. D'accord? Est-ce qu'on va aller to the moon? Absolument pas, mais en tout cas on pourra avoir une forme de retravail du cours, qu'on va expliquer avec le DXY dans pas longtemps, mais globalement on pourra avoir quelque chose comme ça. Par contre, si là on a l'inverse, un travail de la zone baissière, bon, il faut pas se leurrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va faire quelque chose comme ça, et ensuite on va casser baissier, pour aller potentiellement chercher les 10 500, qui sont les targets qu'on se donne. Je pense que dans tous les cas, on risque de travailler, de consolider avec assez peu de volume, le temps que les chiffres arrivent. Clairement, pour moi, c'est un petit peu l'idée. Là, on a une récupération, on a une libération du DXY qui sont en train de se faire, sur lequel on est en train de retravailler la zone des 110, pour potentiellement aller retester la zone des 115. Donc là, on est juste dans une consolidation du dollar qui est en train de se faire, qui peut donner un petit peu de respiration pour le reste des indices, mais dans tous les cas, on a tendance à se dire que là on va casser, hein. Je veux dire 115, 121, on sait que la target ce serait 121, bon, on attend aussi un élément déclencheur potentiellement pour avoir un dollar qui repart à la hausse, et on a vu qu'il peut repartir en une semaine très très haut, très fort, et donc emporter le Nasdaq avec lui. Est-ce qu'il va emporter le BTC? Bon, quand on voit la résilience du BTC versus ce qui s'est passé sur le Nasdaq, première chute, réaccélération, deuxième chute, bon le BTC en lui-même, on a plutôt bien résisté, par rapport à ce qu'on a pu connaître au niveau du Nasdaq, et c'est un petit peu le mot de la fin, c'est que il faut pas mettre la crypto-monnaie d'ordre général comme étant un simple actif risqué, il a des particularités, il faut en prendre, il faut considérer ça, et que ces actifs risqués, ces particularités vont donner potentiellement un poids supérieur au BTC et à la crypto-monnaie. Et c'est un petit peu pour ça qu'elle a été créée. Est-ce que c'est pas le moment de montrer qu'on est capable d'avoir une résilience? Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire dans les commentaires, oui, mais on a vu qu'on avait cassé baissier, donc c'est-à-dire que ça ne marchait pas. Non, il faut comprendre qu'à un moment donné, quand on a break baissier très fort dans ces zones ici, c'est parce qu'on avait ici notamment une imbrication très forte avec les institutionnels sur des produits globalisés, d'accord? Donc forcément on a une cassure. Ici, la deuxième cassure, c'est une problématique liée à l'écosystème, une purge de l'écosystème au niveau de la DeFi et des clusters de liquidation avec les AAM, qui sont des liquidations automatiques, dans lesquelles on se retrouve avec une énorme purge, oui, mais à un moment donné, l'actif en lui-même, il est particulier, le BTC est particulier, la crypto-monnaie est une technologie qui est particulière avec sa propre communauté, ses propres lois. Est-ce que derrière, on ne va pas réavoir à un moment donné cette notion de résilience, ce pourquoi, encore une fois, à la base, le BTC a été créé. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.